Nous ne sommes pas thérapeutes, effectivement, nous sommes passionnés de pédagogie. Et le point commun qui nous rassemble, c'est la couleur. Et la pédagogie qu'on utilise, nous, depuis des années, elle est surtout utilisée dans l'enseignement et l'apprentissage des langues maternelles et langues étrangères, lecture, écriture, etc. Et on voulait, plutôt qu'un long discours, vous faire un petit peu participer et, disons, revenir sur votre langue maternelle pour l'explorer et de provoquer quelques prises de conscience sur le fonctionnement de notre langue quand on veut l'enseigner ou l'apprendre. Donc, nous pouvons commencer par ce mot que vous voyez devant vous. Est-ce que vous pouvez le lire? Sans problème, d'accord? Que voyez-vous en fait? Des lettres. Et vous avez pu le lire parce que vous êtes de langue maternelle et que vous avez l'expérience de ce mot. Mais quand nous parlons, est-ce que nous parlons avec des lettres? Avec quoi? Avec des sons, absolument. Ah, des phonèmes, ça c'est le terme technique. Voilà. On parle avec des sons, une suite de sons dans le temps. Et la difficulté de notre langue, le français, ce n'est pas le docteur Calao qui va nous contredire, je crois, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qu'on entend et ce qu'on voit en français. C'est-à-dire que si un étranger arrive dans la salle et voit ce mot écrit, noir sur blanc, le problème c'est voilà, comment ça se prononce. Ce qu'on voit, eh bien, comment on va le traduire en chaîne orale. Poser une question. Bien sûr, je t'en prie. Alors, d'après vous, puisque les sons, vous avez l'air de bien les connaître, d'après vous, dans ce mot que vous voyez écrit devant vous, combien y aurait-il de sons? Comptez, c'est pas difficile. 6 sons, qui dit mieux? On parle bien des sons, hein? Alors, quel serait ce son miracle qui a des vibrations différentes? J'ai 7 à gauche. Alors, allez-y encore. Tu as eu le temps de compter? Monsieur, vous dites 8. Allez-y. 5. Non plus. Non plus. Je repose la question. Combien de sons sont nécessaires pour prononcer ce mot comme il est écrit? Est-ce que c'est pas un peu du hasard? Là, vous tentez votre chance. C'est pas les syllabes, c'est bien les sons. C'est bien les sons. C'est-à-dire combien de sons se succèdent sortant de votre bouche. Alors, ça montre une chose, c'est que c'est pas évident de revenir sur ces automatismes-là. Quand vous dites croc, combien de sons sortent de ma bouche? 3. Ce que je viens de faire ici, c'est pas un son. D'accord? C'est combien donc? 3. Combien de syllabes je viens de prononcer? C'est la première. Qui peut trouver la seconde syllabe? Ma. Combien de sons? 2. 3 plus 2, 5. Troisième syllabe. Plus 2. T plus 2. Ra plus 2. Pi plus 2. Ça nous fait 13. 13 sons différents pour dire chromatothérapie. Si vous dites chromatothérape, il n'y en a plus que 12. D'accord? Donc ça, c'est une prise de conscience à faire quand on apprend une langue étrangère, de prendre conscience et de savoir exactement ce que nous faisons avec notre propre système
pour comprendre et savoir comment produire ces sons d'une langue cible. Le problème, c'est que noir sur blanc, on n'a pas d'indication sur le nombre de sons qui existent. Nous l'avons trouvé parce que c'est notre langue maternelle et qu'on a l'expérience de ça. Alors, l'idée de ce monsieur Gattegno, puisque c'est le créateur de l'approche qu'on utilise, a eu l'idée d'utiliser la couleur comme intermédiaire entre ce qui est prononcé et entendu et ce qu'on voit écrit. J'aurais aimé rapidement vous demander, vous avez trouvé combien de sons? Combien de lettres dans ce mot écrit? Voilà. Et encore? Voilà. Et encore, c'est presque facile. Il y a certains mots où pour 3 sons, ou un son même, on peut avoir combien de lettres, Eric? 6, je crois. Voilà. Jusqu'à 6 en français, oui. Par exemple. Alors, une de ces caractéristiques de cette pédagogie, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Les seules réponses qui vous seront données, ce sont les vôtres, et pas les nôtres. Donc l'exemple, si vous ne le trouvez pas tout de suite, vous le trouverez tout à l'heure, ça n'a aucune importance. Mais un mot français et un mot entier peut contenir jusqu'à 6 lettres écrites. Un son peut contenir jusqu'à 6 lettres. Un seul son qui peut faire un... Donc voilà un outil qu'on utilise pour créer ce lien entre l'aspect oral d'une langue et l'aspect écrit. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose depuis le fond de la salle? Ou c'est encore pas assez gros? Ça pourrait être plus gros, alors. Ouais, on se croirait un peu chez l'opticien, mais ça marche. Ok, que voyez-vous? Le même son. Je vais sortir mon pointeur laser, ça sera mieux que le pointeur. Alors, donc là j'ai zoomé sur le tableau complet. Normalement, la page est beaucoup plus vaste que ça. Mais nous avons ici combien de couleurs? Une seule. Et comment prononceriez-vous les sons que ces graphies induisent? Ah, alors. Ouais. Plutôt « et » comme bébé ou « est » comme père? Si ça dépend de quoi? De l'orthographe? Alors, attendez, je vais mettre en parallèle les deux couleurs ici. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Eh oui, il est là aussi. Une double couleur. Où ça donc? Ah oui, vous voulez dire, celui-ci se retrouve aussi là. Pardon. Oui, ici. Ah ouais. Sauf que quand vous voyez cette couleur, vous dites « et », comme dans « bébé ». Et quand vous voyez ceci, « est », comme dans « père ». Donc ça veut dire que, quel que soit l'orthographe que vous voyez dans la même couleur, ça se prononce exactement pareil. Bien sûr. Pour l'orthographe? Docteur Calao, je peux vous interpeller? Vous permettez? Voilà. Comment avez-vous prononcé plusieurs fois? Non. Voilà. Mais vous n'avez pas eu un bon professeur de français, ce n'est pas de votre faute. Tout le monde sait comment on apprend une langue étrangère en France. On commence par l'écrire, ensuite on apprend la grammaire, ensuite, et on ne parle pas. Hein. J'ai fait la douloureuse expérience, mais beaucoup l'ont fait. J'essaye de progresser en anglais grâce à Eric. Autrement, c'est catastrophique. Sauf les non-anglophones comprennent mon anglais. Alors,
devant ce corpus français qui a l'air assez perturbant, et pourtant c'est notre langue maternelle, est-ce que vous pourriez arriver, alors peut-être qu'on peut partager la salle en deux parties, peut-être que les personnes devant jusqu'à la caméra pourraient s'occuper de cette couleur-là et de ce son, et puis les autres personnes après la caméra, après la division de la salle, s'occuper de celle-ci, et essayer de trouver, dans votre expérience, un mot minimum qui correspond à chaque orthographe de ce son. On peut se donner 2-3 minutes de recherche et de réflexion. Et vous avez le droit de vous aider entre vous. Voilà, vous pouvez vous parler. Vous pouvez écrire. Je vous donne juste un exemple. Donnez un mot avec ceci. Été. OK. Et un mot avec ceci. J'ai. Le verbe avoir. Donc on vous propose une petite exploration de tout le reste. Allez, on se donne, quelle heure est-il? 4h28. Tu descends avec le micro? Est-ce que quand vous dites espoir, vous entendez et non. Donc espoir ne sera pas ici. D'accord? Il sera plutôt par là. Il sera pour le fond de la salle. Ok. On vous laisse 2-3 minutes vraiment en autonomie pour réfléchir et chercher un mot pour chaque orthographe. Dans votre tête, vous pouvez l'écrire éventuellement si ça vous amuse. Sont exclus les noms propres, je précise. La première personne qui a tout trouvé lève la main. Oh, bravo madame. Vraiment? je redonne ma consigne. Trouvez un mot pour chacune de ces orthographes. Ah. Oui. Hélas. Pardon? ERS. Des aciers, absolument, oui, ça marche. Quand vous dites effet, vous n'entendez pas le son et. Non. Si vous dites accélère, les lettres E, R, E finales, par exemple, ne correspondent pas à la... Ah, ici? Pareil. Ah, on a trouvé un pied. Un pied. On peut en mettre deux. Créer, oui. Alors, créer... Ah, alors, créer au participe passé, j'ai créé. Le dernier? Il crée, bien sûr. Il crée. Fœtus, voilà. Ex aequo. Hérisson, on l'a. Hérédité, oui, oui. Encore? Efficace. Entendez-vous et dans efficace? Alors là, il y a vraiment une question d'accent. Vous pouvez entendre et, effectivement, il n'y a pas de problème. Je crois que je le dis, mais dans le sud de la France, on dit plus facilement des et que des est. Certains. Donc, mais ce n'est pas parce que vous l'entendez que c'est la juste prononciation. C'est une des prononciations possibles. Mais normalement, tout le monde a appris la règle. Que se passe-t-il quand un son, voyelle, E ou O, est suivi d'une double consonne? Ça fait quoi? Voilà, ça l'ouvre. Foyer, ici, bien sûr, ou à droite, des foyers, ça marche, bien sûr. Cœliaque.
C'est comme, absolument, c'est comme. Ouais. Des mots d'origine grecque ou latine. Hein. Avez-vous trouvé celui-ci? Une clé. Ouais. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas, excusez-moi, oui, pourquoi ça ne peut pas être effet? Ce n'est pas possible, pourquoi? Eh bien oui, et puis, est-ce qu'ici, si vous regardez, pouvez-vous prononcer dans votre tête, c'est pas obligé de le faire tout fort, mais tous ces sons en bleu clair, vous devez en entendre combien? Un seul. Donc ils s'écrivent EF, EFS, etc. Vous entendez toujours? Voilà. Hein? Donc EF ici ne peut pas appartenir à effet, quelle que soit la prononciation. Sinon, excusez-moi, je fais juste un dézoom. Sinon, voilà ce qu'on a sur notre tableau. On a également les sons consonnes. Et on va aller chercher le son F. Ici, si j'y arrive. Le voilà. Et voilà le F de effet. D'accord? Donc, quand vous dites effet, vous avez combien de sons au total? 3. Le premier est en vert qu'on a vu tout à l'heure. Le second, mais celui écrit comme ceci. Et on retourne à la même couleur, le est, qui est, voilà, le est de effet. Le dernier est de effet est ici. On fait un essai avec les est? On essaye avec les élèves du est. Alors, à partir de là. Alors, lève, on va essayer de ne pas mélanger les deux pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Lève, oui, ok. Celui-ci, il est, le verbe être. Pas aise, non, parce que le S ne se prononce pas ici. Je sais, c'est ça? Mais, oui, etc. Enfin, il y en a tout un paquet. On avance vite, hein, pardon. Fête, tête. Fenêtre. Fenêtre. J'ai entendu fenêtre. Fenêtre. Acceptez-vous forêt? C'est le suivant. Voilà, tout à fait. Forêt. Des raies. Ouais, des raies. Le lion pris dans ses raies. Hein. Pardon? Ectoplasme. Oui, ça marche. Noël. La paix, un chai, oui. Abeille. Ouais, le y qui suivait. Peine, absolument, la peine. Un petit peu plus fort? Une baie, oui, une baie. La tête d'oreiller, ok. Est-ce que ça peut être un verbe aussi? Avoir, ouais. Le fameux subjonctif. Il faut que j'ai, hein, que tu aies, ouais. Non. Tu es, verbe être, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on est... Voilà. Prêt, vous avez dit? Oui, très ou prêt. Hein. Le S ne se prononce pas, évidemment. Des souhaits. Ouais. Alors, un fait, il serait là. Des faits ou des souhaits. Hein. Continuons. J'ai. MAIS, il serait là, madame. Ouais. M, tu as entendu, Eric? Non, M. Pardon. M, bien sûr. Il aime, bien sûr. Parce que le son M va venir après. Mais le son est composé comme ceci. Alors, pourquoi pas le verbe avoir? Bon, dans certaines régions, effectivement, quand on dit j'ai faim, on le prononce plutôt est, mais en français standard, il serait plutôt ici. Français standard, c'est le français du centre de la France, hein, du bassin de la Loire. Si on l'a fait, celui-ci était, avait, hein.
Rayon, bravo. Rayon. On va distribuer des diplômes aussi, nous. C'est pas mal. Oui, rayon, puisque R est comme ceci, et Y après, et enfin on, tout ça ce sont des sons différents, et la lettre A ici correspond au est dans ce mot. Les, par exemple, oui. Au pluriel, pareil. Est-ce que le Y se prononce ici? Non. Donc il faut qu'on trouve un mot. Ouais, ouais. Alors gay en anglais, oui, venant de l'anglais, mais en français. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Non, abbaye, le Y se prononce comment dans abbaye? Pour abbaye, on serait obligé d'aller chercher à côté le son I. Si je ne me trompe pas, ça doit être celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Hop. Non? Personne pour celui-là? Et non, paye. Y, c'est un autre son. Ah. Non. Rappelez-vous à l'école quand on faisait des petites scénettes de théâtre. Scénette. Une scénette. S-A-Y-N-E accent grave T-E. Eh oui. Eh oui. Vous voyez qu'on en redécouvre quand même, hein, même bien que ce soit notre langue maternelle. Vous vérifierez au dictionnaire. Poney, c'est un mot anglais, mais bon, on le garde. Toujours à propos des chevaux, quand on parle d'une robe, la couleur d'une robe d'un bai, voilà. Bai. Des poneys, des baies, etc. Hop. On fait ça. Je te hais, il est là. Mais restez dans la famille de je te hais. Quel est le nom qui correspond au verbe haïr? La haine, bien sûr. Quand vous dites haine, premier son, est, deuxième son, n, etc. Un souhait ici. Ouais. Mais je hais, il est. Hein, ça on est sur la même famille. Des haies, bien sûr. Donc, là, on est dans un exemple d'orthographe qui correspond à un mot. Ce mot existe. Combien de sons? Un seul. Combien de lettres? 5. Vous voyez la complexité de notre langue. En espagnol, c'est rare qu'on dépasse 2 lettres pour un son, hein, si je ne me trompe pas. Aspect, d'accord. Au pluriel. Des mets. Objet. Vous avez dit? Un cachet. Un être, l'arbre. Oui. Et les aigus. Ouais. Plutôt ici. Hein. Il n'y en a pas beaucoup non plus ici. Quand vous dites herbicide, non. Non, herbicide, on n'aurait pas d'accent et il serait... il est où d'ailleurs? Il est juste en dessous. Hein, herbicide. Mais un synonyme d'un pauvre misérable, voilà, un pauvre R, voilà, etc., etc. Bon, allez, on va pas aller au bout. Alors, celui-là, il vous avait interpellé aussi? La réforme de l'orthographe est quand même... C'est la réforme de l'orthographe, oui, qui crée cette confusion. Quand vous dites le mot événement, par exemple,
moi, avec mon accent bourguignon, je dis événement. C'est-à-dire que je le prononce comme il est écrit à l'origine, avec 2 accents aigus, événement. Sauf que dans la vitesse, et certaines régions, certains disent événement. Et la réforme a fait qu'on a quand même gardé l'accent aigu sur ce son « est ». Donc, on l'a rajouté, mais c'est vraiment pour que ce soit intellectuellement satisfaisant. Mais voilà, c'est juste formel. Bon, etc., etc. Si on avait le temps et si ça vous amusait, on pourrait faire l'intégralité de tous les sons et de toutes les orthographes du français. Mais quelle prise de conscience ça induit? Imaginez un étranger qui apprend le français. Alors au début, bien sûr, si c'est écrit en couleur, ça peut aider. Et le but, c'est qu'au final, une fois que la prise de conscience est faite, qu'on met plusieurs lettres pour faire un son, on n'a plus besoin de la couleur. Hein, le but, c'est de se passer de la couleur, bien sûr. Mais le support provisoire de la couleur, il permet de gagner un temps fou en termes d'autonomie et de recherche, puisque un apprenant n'a pas besoin de nous, formateurs, pour, une fois le code couleur installé, lire un mot en couleur de son propre chef et avec ses propres critères. Et ce qu'on cherche dans cette pédagogie, qui est aussi basée sur la notion d'énergie et de budget énergétique, c'est de rendre la personne chercheuse au maximum, sans l'intervention de celui qui sait, sur son estrade, mais pour le rendre chercheur et l'amener à faire les prises de conscience nécessaires à toute étape de l'apprentissage d'une langue. Voilà, en gros, le fonctionnement d'un des matériels de cette pédagogie. Mais je confirme, cela fait pour moi plus de 25 ans que j'utilise cette pédagogie pour soit des allophones qui ne parlent, c'est-à-dire des non-francophones, dit-on en français, mais des allophones qui ne sont pas francophones de naissance, et pour des francophones qui ont un peu raté l'école. C'est une vraie thérapie dans le sens où ça leur redonne l'autonomie dans leur apprentissage. Hein, c'est vraiment, j'ai beaucoup d'exemples, Eric en a aussi, où de chercher soi-même, de devenir autonome, ça soigne merveilleusement bien. Voilà le premier matériel qu'on propose à nos apprenants de langue étrangère, nos apprenants étrangers qui apprennent le français. Voilà l'intégralité de la langue française. Mais en termes de son, voilà. Est-ce que cette couleur vous dit quelque chose? Attendez. Est-ce que vous dit quelque chose? Je ne sais pas si c'est pas très net, mais... Et juste à côté, et. Voilà. Donc ça vous donne une indication peut-être que tous les sons qui se trouvent ici sont des sons plutôt voyelles. Et en dessous de cette ligne, tous les sons consonnes. Et toutes les façons d'écrire ces sons se trouvent sur le tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'en tapant successivement ces rectangles et en les associant au bon son dès le départ, eh bien, les personnes produisent du français de façon juste et en construisant leurs propres critères. En termes d'autonomie, c'est très très précieux. Voilà. Et puis dernière chose, une fois qu'on a exploré la partie sonore, la partie articulatoire grâce à ces matériels, alors je ne sais pas si je vais arriver à trouver un exemple. Voilà, mais c'est une dimension très très importante de cette pédagogie utilisée pendant des années par Christian Duquesne, qui l'a transmis. Je me suis formée beaucoup avec lui. C'est de commencer par l'oral. Et c'était vraiment une conviction profonde de Gattegno lui-même et de tous ceux qui travaillent avec ces outils-là. Avant d'aborder l'écrit, la grammaire, etc., on aborde d'abord l'oral. Et lorsque les allophones donc arrivent à faire des phrases, on voit comment elles s'écrivent. Mais c'est en second. Et la grammaire se fait au fil de l'apprentissage du français oral, puis de l'écrit. La grammaire se fait au fil. On n'a pas de
forcément de leçons de grammaire en tant que telles, identifiées en tant que telles, comme on fait un peu en classe, mais bien sûr qu'il faut voir la grammaire d'une langue pour la parler et l'écrire correctement. Donc voilà la synthèse des deux premiers matériels que nous avons présentés. Donc vous voyez que tout est recodé en couleurs. Ce sont des panneaux muraux qu'on affiche devant les stagiaires, devant les apprenants. Et une fois qu'ils ont acquis le code couleur par des jeux, ça prend quelques heures, pas plus, alors ils n'ont plus besoin de nous pour lire n'importe lequel de ces mots, puisque en voyant du vert, par exemple, ici, ils savent que ce mot va se prononcer avec « est » et rien d'autre, parce que c'est vert. Voilà. Il y a beaucoup de nuances différentes, parce qu'il y a beaucoup de sons. Mais d'expérience, enfin, moi, ça fait depuis 98 que j'utilise ces panneaux. Je suis tombé sur un cas de daltonien, évidemment, dans le groupe. On développe d'autres stratégies, d'autres façons. Mais généralement, même avec des enfants, ça passe très très bien parce qu'on s'éduque aussi à la nuance. Et apprendre une langue, c'est être au contact de ces choses très infimes qui changent tout. Voilà, et la place d'un accent qui change tout aussi, c'est important. Par rapport à cette question-là, Sajel, j'ai eu un stagiaire d'origine turque et je me suis aperçue seulement un mois après, alors que je le voyais exactement au même niveau que les autres, qu'il voyait tout en gris. Il ne voyait aucune nuance de couleur. Et je m'en suis aperçue tout à fait par hasard et j'ai validé ça. Je lui ai demandé toutes les couleurs qu'il voyait. C'était gris, 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 gris. Et ça ne l'a strictement empêché. Son repère était où? Il était ailleurs, il n'était pas dans la couleur. Il était où? Si on n'a pas un repère dans la couleur avec ces tableaux, alors pas celui-là, celui que vous avez vu précédemment, le repère est où s'il n'est pas dans la couleur? Non, il ne les voyait pas. Les nuances, il ne les voyait pas. Donc, mais il se repérait sur ce tableau. Si vous voyez distinguer mal les couleurs, que vous pouvez distinguer quoi d'autre? Il y a la forme. Voilà, là, pour les tableaux en couleur, les rectangles en couleur, c'est pas très efficace. Et puis il y a quoi? Alors, tu peux vous montrer le tableau aux couleurs des sons. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les couleurs comme repère? La place ou la position, exactement. Et il s'était parfaitement repéré à la position d'une façon très efficace. La question, c'était la suivante. Est-ce que votre méthode peut s'appliquer à l'apprentissage de langues dont les caractères d'écriture ne sont pas des caractères latins? Et surtout pour ça, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire... Elle peut être intégrée dans la prise en charge des enfants dyslexiques, par exemple. Oui, aussi. En fait, c'est une pédagogie qui touche à la fois l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage des langues. Le prototype existe dans une quinzaine de langues, comme l'arabe, le chinois, le japonais, l'hébreu, donc des langues à la graphie très très différentes. Et puis, pour les petits Français qui ont des problèmes de dyslexie, il y a des ateliers. Alors, ça dépend bien sûr des écoles, des bonnes volontés, voilà. Toutes les écoles et tous les enseignants ne connaissent pas cette approche, mais il y a des excellents résultats pour la dyslexie parce que, vous voyez, comme ce sont des panneaux sur lesquels on compose les mots, il n'y a plus de confusion spatiale. C'est-à-dire que si je veux pointer, par exemple, moi qui connais bien les tableaux, le mot chromatothérapie, allons-y, je vais faire ceci. Et là, j'ai fait cro. Ma. Non, ma, tu n'as pas fait ma, tu as fait mais. Oh, Eric. Je suis trop près. Ma. C'est pas compliqué. Mais quand même. To. Ça fait un drôle d'effet quand c'est très con. Ah oui. T. Ra. Pi qui est en rouge. Voilà. Donc, en rétablissant, le temps dans la lecture, alors la dyslexie n'a plus raison d'être. Le problème de la dyslexie, enfin,
on met beaucoup de mots, beaucoup de concepts différents derrière ce mot dyslexie, mais le problème numéro 1 des dyslexies classiques, c'est que les enfants n'ont plus de repères temporels dans l'espace. Et en rétablissant le pointage, c'est-à-dire l'ordre des sons dans le temps, à ce moment-là, on peut régler énormément de problèmes. Mais bon, ça implique une façon de travailler et un matériel qui n'est pas partout. Mais on forme des enseignants. On essaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.